Bien, je vais essayer de retenir votre attention encore un peu. Donc, je suis l'auteur de partie. C'est un peu difficile peut-être, j'espère pas trop. Alors, mon propos est intitulé Connaître ou comprendre la rééducation neuroproprioceptive. Alors, neuro, ça renvoie aux nerfs, bien entendu, et les nerfs, vous connaissez, c'est la douleur, essentiellement. C'est ce que vous voulez. L'auteur de partie que j'ai présenté tout à l'heure, c'est un nordiste. Je disais ça à tout point. Voilà, et donc, si les gens sont sympathiques et accueillants, un hôpital général. Ses patients. Où le syndrome d'Ehlers dans l'os est complètement ignoré, ou pour les médecins internistes, c'est le score de Balcom qui prévaut. L'amplitude articulaire. Les scores, on additionne l'amplitude articulaire au fâcheux, donc si on n'a pas un bon score, on n'est pas un Ehlers dans l'os, et puis où les pneumologues ne connaissent pas le capuchonnaire. Donc, résultat, c'est pas facile, mais même à ce niveau-là. Donc, neuroproprioceptif, neuro pour sensation. Alors, les sensations, c'est pas seulement la douleur, mais pour vous, c'est la douleur qui submerge. Proprioception, ça renvoie à la connaissance du positionnement, du sens articulaire, ou du déplacement articulaire, ou de l'élongation musculaire, c'est-à-dire les sensations qui nous viennent de l'appareil locomoteur lui-même. Or, pas de peau, encore une fois, l'appareil locomoteur, dans votre cas, il est dysfonctionnel au niveau articulaire. On l'a vu avec les côtes, il y a non pas 2 mais 3 articulations. Il y a une costo-vertébrale, effectivement, qui est aussi en arrière avec 2 articulations, et pas une, et puis devant, une sternocostale, effectivement, qui peut être source de douleur. Donc ça multiplie un peu les problèmes. Et au niveau périphérique, les autres articulations, c'est pareil. Pour qu'elle fonctionne bien, une articulation, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Or, tout le monde craque ici, si je crois bien. Quand ça craque, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'une articulation doit, je dirais, tourner rond, glisser et pivoter. Si elle craque, c'est parce qu'en tournant, en pivotant, elle ne glisse pas. Et elle crée un espace, en forçant en fait. Et cet espace, c'est une augmentation de volume. Une augmentation de volume, ça crée une dépression. Une dépression, ça fait un bruit. Voilà, là comment vient le craquement. Ça a été visualisé en radio avec une bulle d'azote qui est libérée à chaque craquement. Quand il y a trop d'azote, ça ne claque plus. Et la pression n'est plus suffisamment basse. Donc quand ça claque, ça veut dire que l'articulation n'est pas centrée. Et ce qui centre l'articulation, on va se dire c'est peut-être la capsule articulaire, les ligaments, pas de chance, mais c'est aussi les muscles. Et les muscles qui centrent une articulation, ce sont des muscles qui fonctionnent en couple musculaire. Alors on peut dire devant, derrière, si vous simplifiez, à droite, à gauche, en haut, en bas, mais tous ces muscles, il y en a 19 dans l'épaule par exemple, ça n'est pas bien des couples ça, 19. Mais bon, quelque part, ça peut être boiteux. Et vous constatez que souvent, notre épaule, elle se déboîte, parce qu'il n'y a pas cet équilibre entre les muscles autour de l'articulation. Encore une difficulté supplémentaire. Et quand ça veut bien, je dirais, se déboîter, ma foi, il n'y a pas de dégâts. Et quand ça ne veut pas se déboîter, ça crée une pression sur le cartilage. Pas de chance, les cartilages sont plus minces. Si j'ai bien compris le discours de tout à l'heure, peut-être. Les cartilages sont un tout petit peu diminués de hauteur, parce qu'il y a beaucoup de collagène dans le cartilage, et ça tombe quelquefois, on prend ça pour des atrophies, pour des usures. À la radio, ce n'est pas un signe d'usure, c'est un signe seulement qu'on a la peau fine, on a les cartilages fins. Alors, c'est pas pathologique. Et on ne faut pas prendre ça pour l'arthrose, bien sûr, qu'on a rarement dans le syndrome, me semble-t-il. Mais là, je parle avec précaution, il faudrait qu'on ait des études là aussi statistiques. Il semble qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup d'arthrose dans le syndrome. Mais il y a beaucoup de douleurs. Donc on peut penser que ces gestes répétitifs vont créer un conflit cartilagineux douloureux au niveau de l'os sous-chondral. Alors quels sont ces nerfs qui vous indisposent? Eh bien, ce n'est pas forcément les nerfs dits somatiques. Nerf sciatique en particulier, ou nerf crural, ou nerf intercostal. On oublie beaucoup, enfin je pense que les médecins l'oublient beaucoup, ce sont les nerfs du système végétatif, qui sont présentés ici, la colonne végétative en avant de la colonne osseuse cette fois-ci, c'est le sympathique ici lombaire, et ce sympathique lombaire, cette colonne sympathique lombaire, elle court tout le long de la colonne vertébrale, et elle recentre, elle regroupe des grandes fonctions dites végétatives. Alors, au niveau thoracique supérieur, qui est représenté ici, c'est tout ce qui va être pour le système végétatif de la tête.
Et puis si on descend un peu, entre la première et la quatrième vertèbre dorsale, c'est le système végétatif du bras. Autrement dit, vous pouvez avoir mal au bras sans avoir rien au cou, puisque ça se passe entre D1 et D4. Et puis pour les membres inférieurs, c'est entre D10 et L2, dixième dorsale, deuxième lombaire. Ah oui, mais c'est pas sciatique ça. L2, c'est pas le nerf sciatique. Et pourtant, vous avez bien souvent j'ai des tensions, j'ai des irradiations, j'ai des fourmillements qui sont dans le territoire sciatique. Bizarre. Ben non, c'est pas sciatique. C'est la racine entre quelque part des 10 et L2. Or, pas de chance, le plus gros contingent nerveux venant pour les membres inférieurs du système sympathique emprunte, ces travaux nantais qui ont montré ça, emprunte la deuxième racine, la deuxième foramen, le deuxième trou intervertébral, pour se connecter aussi, bien sûr, avec les autres nerfs. Parce que ce système est un système viscéral, donc qui se distribue à l'ensemble de nos viscères. La peau est un viscère, les vaisseaux sont des viscères, les nerfs eux-mêmes, sont des viscères, puisqu'ils sont innervés aussi par ce système végétatif, digestif et autres. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que ce système végétatif se distribue à la peau lombaire. Or, il a été prouvé par les travaux anatomiques, ceux ici de Nantes, mais également d'autres travaux américains, que le système somatique, le nerf cénile-vertébral ici, lombaire bas, n'envoyait pas de rameaux cutanés, mais que c'était des rameaux venant du système sympathique qui allaient à la peau. On dit quand vous avez mal ici, ça ne vient pas de L4, L5, ça vient de plus haut. L4, L5 va vous donner des douleurs bien plus basses. Et surtout des douleurs osseuses, non pas cutanées. La douleur n'est pas seule, puisqu'on va trouver souvent une cellulite, un épaississement de la peau à cet endroit-là douloureux, voire une fibrocellulite avec des petits noyaux dits de Kochmann, qui sont des noyaux de fibrose. Alors, si les gens se sont fait opérer des noyaux de fibrose, pas l'intérêt, enfin, ça existe. Hein, il y a de la chirurgie pour ça. Donc, ce système nerveux collecte toutes ces informations douloureuses. Et on peut penser que la douleur, je pense, ne s'habitue pas à la douleur s'auto-entretient ou s'auto-aggrave. On est de plus en plus sensible à la douleur, pour des raisons histochimiques, on ne va pas rentrer dans le détail, qui sont liées aux fibres elles-mêmes, mais liées à la transmission de la douleur au niveau de la moelle épinière. Voilà le premier rapport, donc, de nos fonctionnements, je dirais, organiques. Alors, disque, autour du disque, c'est innervé, l'os, c'est innervé, les articulations ici, postérieures, c'est innervé, les ligaments interépineux, c'est innervé, et les muscles, bien entendu, il y a aussi des fibres qui vont dans les muscles et qui créent de la douleur musculaire. Or, avec une douleur musculaire, vous la sentez, ou parfois vous ne la sentez pas. Vous la sentez, il y a des petits points douloureux, on peut appeler ça des contractures. Alors, soit on les sent, on se dit, il n'y a rien, puis on appuie dessus, aïe, ça fait très mal. On peut trouver comme ça un peu partout. Ces points de contracture musculaire, quand c'est spontanément douloureux, ça devient même souvent des crampes. Monsieur Serratrice distingue contracture et crampe. La contracture n'est pas forcément douloureuse, la crampe, elle l'est douloureuse. Donc ces muscles souffrent. Or, il est vous êtes dans la proprioception, vous êtes censé réagir dans une organisation motrice à une stimulation. Là, je fais un mouvement volontaire. Là, je fais un mouvement neuroproprioceptif. C'est-à-dire j'ai guidé mon geste dans une trace, dans un sillon, dans un pattern, un schéma. Donc toute cette motricité, pourquoi cette motricité existe-t-elle? C'est par souci d'économie. Si tous les mouvements qu'on devait faire étaient des mouvements volontaires, c'est épuisant. Et vous le savez, si vous devez regarder vos pieds pour marcher, pour ne pas vous mettre dans un trou, c'est épuisant. C'est-à-dire que vous remplacez une motricité proprioceptive par une motricité volontaire pure. C'est-à-dire que mon pied se pose, je n'ai pas besoin de réfléchir. Normalement, j'ai senti la qualité du sol, l'orientation, la rugosité, tout de suite. C'est immédiat pratiquement. Et mon cerveau a programmé depuis que j'ai grandi, tout doucement, à force d'expérience, a programmé, le sol il est comme ça, mon pied il va peut-être plutôt comme ça. Si le sol est comme ça, je ne vais pas le mettre dans ce sens-là. Je vais le mettre dans ce sens-là. J'y ai même pas pensé. C'était un choix moteur préprogrammé, la neuroproprioception, donc qui m'a fait bouger mon pied inconsciemment, et non pas volontairement. Bon, je vois un obstacle, là, volontairement, je vais l'enjamber, cet obstacle. C'est pas pareil.
Mais inconsciemment, je connais la hauteur de l'obstacle. C'est pas seulement par mon regard que j'apprécie ça. J'ai vu ça, la marche, je sais très bien sans la regarder que je peux l'enjamber. Je n'ai pas fait ça. Or, malheureusement, dans le problème du SAID, le contrôle de l'action musculaire, il n'est pas bon. C'est-à-dire, je pensais être au-dessus, puis je suis en dessous. Pas de coup, pas d'avis. Et donc, le problème, il est là. Cette neuroproprioception est erronée, parce que nos informations musculaires sont erronées. Erronées pour plusieurs raisons. La douleur, c'en est une. Si le muscle est crispé de douleur, il ne donne pas une bonne information de son étirement. Peut-être que les fuseaux neuromusculaires sont en cause, mais là, on s'interroge, puisque c'est très collagène quand même, tout ça. Alors le collagène... Les fuseaux, c'est des petits, des petits capteurs qui renseignent sur le degré de mouvement et de tension du muscle. C'est des petits fuseaux comme ça. C'est tout petit, c'est microscopique. C'est au sein des muscles. Dans les muscles. Chaque fil musculaire. Chaque fil. Alors, cette organisation musculaire et neuromusculaire a un souci d'économie. Alors, il faut être économe, parce que dans nos gestes, on est très compliqué. Ça vous paraît linéaire, ce déplacement de mon doigt, il ne l'est pas du tout. Parce que mon doigt, il fait ça. D'un bout à l'autre du trajet. Mais c'est tellement bien réglé que ça ne se voit pas. Si c'est déréglé, ça va se voir. Si vous avez pris un peu trop de whisky, le soir, vous allez trembler. Votre mouvement ne va pas être bon. C'est le cervelet qui règle tout ça, et la moelle épinière, bien entendu. Le problème, c'est que quand je fais cette action-là, j'ai un muscle qui va entraîner le mouvement selon, j'espère, le bon sillon. Mais je ne vais pas aller trop loin, je vais être freiné. Donc j'ai un autre muscle dit antagoniste qui va ramener mon mouvement. Et puis, ça va repartir et revenir. Vous pouvez le constater, quand quelqu'un regarde dans le train le paysage, vous voyez ses yeux qui font ça. Pour lui, ses yeux ne bougent pas, il a regardé une cible. Il est fixe sur la cible. Et pourtant, non, ses yeux bougent. On ne se rend pas compte, bien entendu. Donc c'est ces battements alternatifs que notre système nerveux doit régler. Si ces battements sont gênés, c'est une dépense d'énergie. Or, si les muscles sont crispés, dans l'autre sens, et retour, et retour, et retour. D'où l'épuisement que vous pouvez ressentir. Il faudrait qu'on puisse étudier la fluidité de nos gestes. Et c'est parfois tellement bloqué que ça donne l'impression d'une rigidité parkinsonienne. On en revient aux hypothèses de tout à l'heure, peut-être que, effectivement, quand on explore la motricité neuroproréceptive, c'est-à-dire qu'on prend la main ici et qu'on se dit allez-y, repartez, on sent très bien que les mouvements, ils ont du mal à se faire. C'est surtout vrai pour les chevilles. J'examine au quotidien, je dis à peu près 8 personnes par jour sur les consultations, c'est plus d'1 heure effectivement à chaque fois, eh bien, ça coince les chevilles. Alors je fais l'examen, les gens étant à plat ventre, ils ne voient pas ce qu'ils font avec leurs pieds. Et je leur demande de faire ce mouvement de flexion-extension avec la cheville qui accompagne le mouvement comme dans la marche. Ben, je vous assure que ça ne marche pas bien. Que ce mouvement non contrôlé, il est très mal réalisé. Autrement dit, quand on veut avancer, on desserre les freins à main. Or, malheureusement, dans la consultation, je dirais de beaucoup de gens, et en particulier du SEL, le frein à main est serré. Il faut toujours accélérer, ça va être dur d'avancer. Donc là, pour, je dirais, la neuroproprioception et les problèmes que ça induit. La difficulté, elle est peut-être aussi dans notre structure musculaire elle-même. C'est peut-être la dia sur la courbe, le rapport longueur-force des chaînes musculaires. Je suis désolé, je ne suis pas très doué en informatique, et hier soir, j'ai complètement bugué. En moins de 4 ans. C'est pas que non. Alors, dans un muscle, c'est celle-là. Quand il y a une contraction musculaire, la force développée, elle va être fonction de la longueur du muscle. Autrement dit, si je veux résister avec mon biceps ici, je ne suis pas très fort. Si je suis là, en résistance, en course moyenne, je vais être beaucoup plus fort. Si je suis là, ça ne va pas être très fort non plus. Et cette force musculaire, elle s'additionne à une force élastique, par souci d'économie.
quand je fais un mouvement, si je faisais que des mouvements musculaires, purs, actifs, ce serait Robocop. Hein. D'accord? L'élasticité du muscle va me permettre, je dirais, d'alléger, d'arrondir ce geste. C'est celui-là. Voilà. Un peu petit, mais... Un peu petit. Et donc, le muscle seul, c'est ça. À cette action du muscle, j'ajoute un étirement élastique qui fait que ma force est, je dirais, décuplée ici. Pour un allongement plus grand. Donc mon muscle en fait moins, mais l'élasticité en fait plus. Ah bah oui, mais quand c'est non pas élastique, mais étirable. Vous voyez les élastiques, le vieux, bougri, il s'étire, alors il casse, attention, toujours. Hein. Et ben, vous perdez de la force élastique. Ça fait du bruit pourquoi? Parce que j'ai fait une contraction musculaire, mais je ne vais jamais assez vite avec mes muscles pour faire claquer 300 mètres secondes. C'est l'élasticité qui m'a permis d'avoir le coup de fouet. Un cheval, il va vite, pourquoi? Il y a des grands tendons élastiques. Il y a des gros muscles, d'accord, mais il fait un bras de levier considérable pour se propulser. Eh bien, la puce, c'est pareil. Elle a les mêmes muscles que nous, la puce. Hein. Enfin, ne croyez pas le contraire. Hein. C'est exactement les mêmes muscles que les nôtres. Hein. Mais la moule aussi. Hein. Donc ça peut être très fort ou très... Ouvrez une moule, vous allez voir. Hein. C'est pas facile. Donc, ça va être à la poêle. Voilà, donc le muscle de la moule, c'est très dur. Mais c'est du muscle comme le nôtre. Hein. C'est la même chose. Et donc, cette capacité musculaire amplifiée par l'élasticité, il faut qu'il y ait de l'élasticité vraie. Or, dans les nerfs dans l'os, ce n'est pas très élastique. Alors, ce qui est élastique, c'est l'organisation collagène. Les fibres torsadées, comme en textile, si on les associe en longueur, ça devient résistant. Puis si on met entre deux des liaisons un peu plus lâches, ça devient plus élastique, jusqu'à être complètement lâche, au niveau de la peau, par exemple. Donc les tendons, c'est les plus résistants, ensuite ce sont les ligaments, ensuite les fascias, aponevrose, et enfin le reste. Et cette viscosité élastique, parce que le collagène c'est quoi? C'est une trame qui retient des molécules hydrophiles qui aiment l'eau, en particulier l'acide hyaluronique qu'on met dans les genoux actuellement, hein, pour cicatriser et faire que ça frotte moins. Et ben, ça retient l'eau. Et l'eau nous permet, comme dans l'éponge, d'amortir les variations de pression. Si ce système de retenue de l'eau n'a pas de bonne qualité, la pression, au lieu de s'amortir, dans le cartilage en particulier, boum, un grand coup. Peut-être qu'à la longue de la répétition d'un tissu qui est pas si élastique que ça, perd d'énergie, pas si amortissable que ça, fait que on encaisse. On encaisse des secousses et on fait pas mal de milliers de gestes dans une journée. Il faut bien concevoir aussi ça.